Tu vas voir, sale petite voleuse !» me cria-t-elle de loin en agitant sa spatule. « Haha, elle ne me rattrapera jamais. C'est une vieille vendeuse de rue bien enrobée et je suis beaucoup plus petite et rapide. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire de toute façon? C'est juste une tortilla. C'est pas comme si j'avais pris un taco entier. Je n'ai rien mangé depuis hier matin. Ça fait 3 mois que je vis dans les rues de Mexico. J'avais une famille avant, une vie très différente. Ma mère était française et mon père mexicain. J'avais même un frère et une sœur. Mais tout s'est effondré après l'accident. Nous étions encore en France à ce moment-là. Ma mère ramenait mon frère et moi du supermarché quand nous avons percuté dans une autre voiture. Je ne me rappelle de rien. J'étais tellement jeune et tout s'est passé si vite. Je me suis réveillée à l'hôpital et j'ai vu mon père en larmes à côté de moi. Je suis restée à moitié consciente pendant des jours entiers. Quand je me suis finalement réveillée, mon père a sauté de joie. Il m'a serrée dans ses bras et m'a embrassée très fort. Il était tellement content que j'aille bien. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne d'autre dans la chambre. Donc j'ai pensé qu'ils devaient être dans des lits d'hôpital eux aussi. « Papa, maman va bien ?» Il a blêmi, mais il m'a souri encore et m'a dit « Mi niña, ta maman et ton frère vont être tes anges gardiens maintenant. Ils vont veiller sur toi et te protéger. » Je pense que je savais déjà ce qu'il voulait me dire, mais je les ai quand même attendus pendant des années. Quand je suis sortie de l'hôpital, mon père a décidé de rentrer au Mexique et il m'a tout simplement emmenée avec lui. Là-bas, j'ai commencé une nouvelle vie avec une nouvelle école, des nouveaux amis. Ça avait presque l'air normal, même si nous n'étions que tous les deux. Quand j'ai eu 7 ans, il a fait venir ma sœur au Mexique et nous nous sommes finalement retrouvés en famille. Nous étions enfin tous ensemble, du moins ce qu'il restait de notre famille. Puis il nous a demandé de nous asseoir et il nous a dit qu'il partait. Il venait de s'engager dans l'armée et il allait quitter le pays. Je ne comprenais vraiment pas comment il pouvait nous laisser, surtout après tout ce qui s'était passé. « Pourquoi, papa ? Pourquoi tu t'en vas ? Tu es tout ce qu'il nous reste !» Je le suppliais de ne pas partir en m'effondrant sur le sol. Il s'est mis à genoux près de moi et il m'a dit en souriant, la main posée sur mon bras, « Je sais que tu es fâché. Je suis désolée, mais il faut vraiment que je le fasse. » Des larmes plein les yeux, je l'ai regardé profondément dans les yeux pour essayer de comprendre. « Mais si tu nous aimais vraiment, tu ne nous abandonnerais pas. » Je l'ai supplié. Tout ce qu'il a su me dire a été « Je suis désolée, mon cœur. » Puis il nous a embrassés et il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu ni eu de ses nouvelles depuis. Par la suite, on a été envoyé vivre chez une tante qui avait un sérieux problème avec l'alcool et autres stimulants. Elle nous a maltraités pendant des années. Elle se fâchait souvent et nous heurtait pour que nous allions chercher ce qu'elle voulait. De 7 à 9 ans, ma vie se résumait à chercher des moyens de gagner de l'argent pour qu'elle puisse acheter ses boissons et d'autres trucs. Elle menaçait de nous jeter à la rue si on ne lui rapportait pas plus d'argent. À un moment, j'en étais arrivée à voler de l'argent aux parents de mes amis pour avoir quelque chose à lui donner. Peu de temps après mes 9 ans, j'ai décidé que vivre dans la rue ne pouvait pas être pire que ça. Donc, je suis partie. Ça a été la pire angoisse de ma vie. Ça faisait déjà 3 mois que j'étais à la rue, mais j'avais encore un énorme sentiment d'insécurité. En fait, il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient dans la rue. Tous des fugueurs comme moi. Mais il faut se méfier de tout le monde. Heureusement qu'il y avait Carla à mes côtés. Je l'avais rencontrée peu de temps après ma fugue. Elle avait 2 ans de plus que moi et elle est vraiment devenue une bonne copine. On volait souvent de la nourriture ensemble et notre plan était toujours le même. Une de nous détournait l'attention du vendeur, pendant que l'autre prenait la bouffe et partait en courant. La nuit, on dormait dans des églises ou des gares. Ça fait drôle de repenser à ça maintenant. Franchement, j'ai complètement oublié comment était ma vie avant ça. Comment j'en suis arrivée là. Quelqu'un m'a prise par le bras et m'a soulevée. J'ai essayé de me libérer, mais une autre paire de bras me retenait. Je n'avais aucune chance. « Salut ma petite, qu'est-ce que tu fais par ici ? Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentrée chez toi ? Où sont tes parents ?» Pendant que j'essayais de me débattre, je les ai vus prendre Carla à part en lui posant des questions. Et là, ils nous ont envoyés dans un orphelinat le temps de trouver une solution pour nous. C'était un endroit terrifiant. Il y avait très peu d'espace, certains enfants devaient partager leur petit lit avec quelqu'un d'autre. Et c'était sale aussi, mais vous me direz, qui étais-je pour me plaindre, moi qui vivais dans la rue ? Au moins, il y avait de quoi manger.
Pourtant, je crois que j'étais plus en sécurité dans la rue. Quelques jours plus tard, ils allaient me ramener chez ma tante, mais l'assistant social en charge de mon cas a compris qu'elle avait des problèmes et n'était pas capable de s'occuper de moi. Ils n'avaient nulle part où me placer, donc ils m'ont envoyée dans une famille d'accueil. J'étais plus en sécurité dans la rue. Quand je suis arrivée, les parents d'accueil ont été très clairs sur le fait que je devais appeler la femme mère et l'homme père. Ils m'ont dit qu'on était une famille. Une famille. Dès le début, la mère m'a prise pour une travailleuse bénévole et toutes les nuits, à 2h30 du matin, le père me faisait la pire des choses qui puissent m'arriver. Oui, c'est sûr que j'étais plus en sécurité dans la rue. 6 mois plus tard, ils m'ont ramenée à l'orphelinat. Cette petite a trop mauvais caractère. Elle nous rend la vie impossible. On ne peut plus garder cette petite fille ingrate. Et là, elle m'a fait tomber par terre. L'homme était debout derrière elle. Il ne disait pas un mot, mais ses yeux en disaient long. J'ai été renvoyée de famille d'accueil en famille d'accueil pendant 2 ans. Mais finalement, mes grands-parents français ont appris de mes malheurs et m'ont renvoyée en France, chez eux. Je me demandais si ma sœur était avec eux elle aussi. J'ai vite appris que c'était le cas. Quand on s'est revus, on s'est échangé quelques regards complices et on s'est embrassés comme 2 petites filles qui ne se connaissaient plus. Ça faisait déjà 2 ans et 9 mois la dernière fois que l'on s'était vus. J'ai regardé mes grands-parents et ils ont tout fait pour rendre les choses aussi normales que possible. Mais il n'y avait plus rien de normal désormais. Quand on est arrivé à la maison, je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé dans le vide. Est-ce que je suis en sécurité maintenant ? Est-ce que c'est définitif ? C'était dur de se sentir en sécurité quand on ne l'a jamais été. C'était encore plus difficile d'y croire. Et c'était presque impossible de se sentir tranquille. Est-ce que je serais plus en sécurité dans la rue ? Plus les jours passaient et plus c'était dur. J'essayais de m'adapter, mais la plupart du temps, je laissais tomber. J'avais des problèmes et je n'avais pas l'impression qu'ils allaient pouvoir m'aider à les gérer. Je me mettais une carapace. Si je ne me protégeais pas, personne ne le ferait. Et je ne pouvais pas décider de l'enlever maintenant, juste parce que j'étais chez mes grands-parents. Un jour, je passais devant la cuisine et je les ai vus parler tout bas en regardant des brochures. Ils vont sûrement m'envoyer ailleurs, je me suis dit. Me renvoyer au Mexique peut-être. Et j'avais raison. Le matin suivant, ils m'ont demandé de m'asseoir et m'ont dit qu'ils allaient m'inscrire dans un internat. À l'internat, ça commençait à aller mieux. Je rendais visite à mes grands-parents tous les week-ends et je m'étais même mise à la danse classique. Mais il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Je pensais aller mieux grâce à ce nouvel équilibre, mais au lieu de ça, je me sentais de plus en plus triste. Plus les jours passaient et plus j'étais mal. Je ne savais même plus à quoi ça servait de continuer. C'était tellement lourd, tellement sombre, tellement inutile. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Des fois, je me réveillais trempée de sueur à cause de cauchemars, sur ce qui m'était arrivé dans la première famille d'accueil. À 2h30 du matin, je n'en pouvais plus. Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi est-ce que ça m'était arrivé à moi ? Pourquoi est-ce que je me sentais si seule ? Est-ce que j'étais une mauvaise personne ? Est-ce que c'était pour ça que toutes ces choses m'étaient arrivées ? Ou est-ce que j'étais devenue mauvaise à cause de tout ce qui s'était passé ? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça ? Plus les jours passaient et plus c'était pire. C'est difficile à expliquer. Où suis-je ? On dirait l'infirmerie. Ah, mon principal est là. Et mes grands-parents aussi. On est désolé, mais on ne peut vraiment pas donner un exemple comme ça aux autres enfants. Ce n'est plus de notre ressort. Mes grands-parents avaient l'air très inquiets tous les deux. Je suis une mauvaise personne. Comment pouvais-je leur faire ça ? Et ce n'était pas la première fois. Ça doit être pour ça qu'ils me fichent à la porte. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas ? Pourquoi je n'arrive pas à tourner la page ? J'ai fondu en larmes. Mes grands-parents se sont approchés et ma grand-mère m'a pris la main. Je ne fais rien comme il faut. J'ai besoin d'aide. L'hôpital n'était pas si terrible que ça finalement. C'était dur, oui, mais pas plus que de chercher à cacher mes sentiments tout le temps. Ça a été un soulagement pour moi. Je me sentais libre, enfin. Je pouvais parler de tout ce qui m'était arrivé, de ce que je ressentais. Autour de moi, les autres aussi avaient des problèmes, donc je ne me sentais jamais jugée. On essayait juste de surmonter ce qui nous était arrivé. On voulait juste aller mieux. Et je me sentais enfin sur le bon chemin. À 15 ans, après m'être battue toute une vie pour survivre, je commençais enfin à me sentir en sécurité.
9 ans plus tard, c'est une orpheline, m'a dit l'assistant social. Elle en est à sa 3e famille d'accueil. Je l'ai regardée et tout m'est revenu. J'ai 24 ans maintenant. Après l'hôpital psychiatrique, je suis allée à l'université et j'ai étudié la psychologie. Je suis aujourd'hui une psychologue certifiée. Ce n'est pas facile tous les jours, mais franchement, je peux enfin dire que je suis heureuse. Je n'ai plus vraiment repensé à mon passé dernièrement. Du moins, pas avant l'arrivée de Lila. C'était comme si mon passé venait d'entrer dans mon studio. Elle était tellement abattue. Si jeune. Quand je lui ai raconté mon histoire, elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle m'a dit « Enfin quelqu'un qui comprend ce que je ressens. Enfin quelqu'un qui me comprend. » J'ai repensé en boucle à ce qu'elle m'a dit. À son âge, si j'avais eu le témoignage de quelqu'un avec une expérience similaire à la mienne, je pense que j'aurais retrouvé l'espoir plus vite. Ça m'aurait permis d'entrevoir la possibilité que les choses s'améliorent. Et c'est pour ça que je veux partager mon histoire avec vous. Malgré toutes les épreuves que j'ai traversées, je suis heureuse, donc ça prouve bien qu'il y a toujours de l'espoir.